Alors maintenant, par rapport à tout ce que tu dis, là, bon, moi ça me semble intéressant, évidemment, mais comment te faire confiance? Comment savoir si tu me dis bien la vérité sur tes intentions là, à l'heure actuelle? Comment me faire confiance? Ben, je savais pas que, c'est un peu candide de ma part, que il fallait discuter de s'il faut me faire confiance ou pas me faire confiance. Bon, bah, je suis pas vexé outre mesure. La question est intéressante, effectivement, on va dire pour ceux qui ne me connaissent pas. Maintenant, pour pas me connaître, il faut juste pas avoir été trop suivi effectivement cette petite mouvance de résistance que j'ai créée. Parce qu'à partir du moment où les gens ont entendu mon nom et s'intéressent à la question, il est très facile de retracer quel était mon passé. Et c'est par les actions commises par les gens qu'on peut les évaluer, savoir si ou non on peut les connaître. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je disais que je suis assez dur vis-à-vis de cette émergence de conférenciers, de donneurs de leçons, de gens qui ont tout compris et qui parlent beaucoup et qui disent souvent des choses très très pertinentes. Et là, à eux, on peut leur demander pourquoi vous faire confiance dans tout ce que vous dites. Bon, certes, ça ne prête pas trop à conséquence puisqu'ils ne proposent rien de concret. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui fait l'homme, c'est les actions, pas les paroles. C'est les actions et les actions pour lesquelles on peut déterminer quelle est l'intention de l'action. Les paroles peuvent tromper, non? Les paroles trompent, les actions aussi peuvent tromper. Mais si une série d'actions menées depuis toute une vie, même assez jeunes, sont toujours ont le même dénominateur commun qui apparaît et qui est donc désintéressé, c'est visible, c'est tout simplement visible. À partir de là, on a un indice, un indicateur à qui on a affaire. Et je crois que c'est mon cas. Ça tombe bien. Ça tombe très bien pour le rôle pour lequel je me suis déterminé, pour lequel je m'offre pour essayer de changer le monde. C'est que peut-être qu'il faut que je raconte ma vie ou que j'essaie de la résumer un peu, mais depuis que j'ai commencé dans la vie active, c'est-à-dire jeune gendarme, jusqu'à maintenant, j'ai commis des erreurs, mais fondamentalement, je ne me suis jamais loupé. Et j'ai toujours tout balancé de mon intérêt personnel pour des causes justes. Alors souvent, je ne vais pas dire que les causes n'étaient pas justes, je me suis trompé un peu. Je veux dire, je ne suis pas allé dans des directions vraiment intéressantes, où je me suis attaché trop à des choses symptomatiques, plutôt que d'aller traiter des problèmes plus globaux. Mais ça fait partie de l'expérience. Hein. Avant, on ne savait pas. Voilà. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on sait. Oui, tout à Là, fait. c'est toute une évolution. Mais je ne cherche pas à m'excuser du fait qu'à une certaine époque, je traitais des symptômes, mais expliquer qu'effectivement, j'ai traité des symptômes, ça fait partie de mon évolution, mais surtout pour répondre à ta question, ça prouve bien que j'étais déjà à l'époque, donc depuis le début, quelqu'un de désintéressé. Voilà. Maintenant, je demande à tous mes gentils détracteurs de se mouiller un petit peu, là, de montrer leur gueule, hein, et de balancer les billes. Quand j'entends certains, comme l'autre demeuré de Rosrach, là, de son site, là, les chroniques de Rosrach, de sortir son dossier qu'il a sur moi. Hein. C'est quoi de parler d'un dossier? Bah ouais, tu sais, je parlais tout à l'heure de cette fausse dissidence, de ces mouvements qui prennent justement l'ascendant sur les autres en balançant des choses que tout le monde balance déjà, qui sont donc les premiers étant occupés par l'ennemi. Mais il y en a un en particulier qui prétend, qui balance fort sur la pédocriminalité, donc on reste un petit peu pantois. Comment ça se fait que balançant sur la pédocriminalité, ils s'en prennent à moi avec une telle virulence? Et en disant surtout, bon, c'est là où moi je sais que c'est pas juste qu'il n'a pas bien appréhendé mon personnage, il sait qu'il a des dossiers sur moi et qu'il va bientôt les balancer. Alors moi, ces jours-là, je leur demande de balancer. Mais balancez vos dossiers sur moi. C'est quoi vos dossiers sur moi? Et moi, je vais dire que je les connais. C'est d'ailleurs pourquoi certains ont demandé à ce Rosrach là de balancer mes dossiers, puis il n'y a jamais eu plus de suite. C'est que tout simplement, on essaye d'utiliser des choses de mon passé qui, à première vue, pourraient prêter interrogation, mais qui, en fin de compte, avec un examen juste un tout petit peu approfondi, éclaircissent totalement les choses en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon honnêteté. Alors, dans le passé, j'ai eu des mésaventures très spéciales.
J'ai eu toute une période de ma vie, après avoir été gendarme, après avoir été dans les paras, dans le domaine de la sécurité privée. Pourquoi? Alors, petit rappel, j'ai été gendarme peu de temps. J'ai fait l'école de sous-officier après avoir fait le service militaire, après avoir devancé l'appel en 86 dans la gendarmerie. J'ai fait l'école de sous-officier. J'ai été en escadron de gendarmerie mobile. J'ai été à un moment donné en renfort brigade à Kourou, la deuxième année. Et puis là, ça a pété parce que je suis intervenu pour aider, pour protéger un enfant, un adolescent surinamien qui devait se faire sodomiser par toute ma bande de collègues départementaux. Bon. De là, déjà, il faut savoir que je tiens mon étiquette de mythomane. Parce que beaucoup disent, ouais, mythomane, mythomane. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, qu'à partir du moment où je me suis rebellé contre mes collègues, tous plus vieux en grade, en âge, etc., la première chose qui m'a été assénée pour me faire taire, c'est que je suis un mythomane. C'est-à-dire que les viols collectifs que j'ai vus, que les descentes sauvages faites dans les bidonvilles sur des malheureux, que la tentative de viol de ce garçon de 15 ans, c'était mon imagination, mon cerveau tordu qui avait imaginé ça, qui s'était rien passé de tout ça. Et j'ai raconté, je crois, je ne sais pas si j'ai raconté ça sur Méta TV, que après, quand j'avais été rapatrié en France, après, le commandement m'avait envoyé faire une expertise psychiatrique en milieu militaire en espérant me planter, pour justement établir que j'étais un mythomane, un taré. Et que, manque de chance pour eux, le lieutenant-colonel psychiatre a sorti tout le contraire, c'est-à-dire qu'il a établi que, j'ai raconté toute l'histoire, qu'il n'y avait rien à dire, j'étais P1, psychologiquement parfait. Bon. Et bien malgré tout, il faut savoir que les gendarmes ont gardé dans le dossier une petite note, comme ils aiment bien faire, tu sais, attestant de ma mythomanie. Ah, c'est con, ils n'ont pas pu avoir l'expertise psychiatrique qui le prouve, au contraire, mais ils ont gardé la petite note. Hein, voilà. Ils ont gardé la petite note, et des années plus tard, quand j'ai commencé vraiment à emmerder le monde sur l'île de la Réunion, avec mon entreprise privée de sécurité, j'expliquerai pourquoi j'emmerdais le monde, quand ils m'ont jeté en prison, et qu'ils ont monté leur bateau, la première grosse machination judiciaire que j'ai prise dans les dents, ils ont ressorti la petite note, et ils ont embêté tous les journalistes de l'île de la Réunion, ils ont voilà les mythomanes qui est en prison, qui est un danger public, etc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai gêné? Et là, donc, c'est pareil, c'est des choses qui sont complètement vérifiables, parce qu'il y a quantité d'articles de presse. C'est des articles de presse qui, la plupart du temps, d'ailleurs, ne sont pas pour moi, qui se moquent de moi, justement, en disant que je suis un justicier, que je me prends pour un justicier, que je suis le Zorro de la Réunion, et puis après, le Zorro blanc. Mais il faut un peu s'interroger sur cette récurrence de sobriquets et de moqueries. C'est que il est évident que je suis un justicier dans l'âme. Je vibre pour la justice. Je ne supporte pas l'injustice. Et j'ai passé ma vie à me battre contre la justice. Je suis rentré dans le corps où normalement on est censé se battre et mettre sa vie au service de la justice, et j'ai été trompé. J'en suis sorti. Et j'ai fait mon propre travail, ma propre guerre pour la justice et contre l'injustice dans le milieu privé. Je l'aurais fait dans n'importe quel type de corporation. Je l'ai fait dans quelque chose qui était encore assimilable à ma première profession de gendarme, qui était le milieu de la protection des biens et des personnes. Mais je l'ai fait à ma façon, et toujours en respectant les textes de loi, le code pénal, le code de procédure pénale et les réglementations inhérentes à mon activité, ma nouvelle activité de chef d'entreprise dans le domaine de la protection des biens et des personnes. C'est-à-dire que j'ai créé une équipe d'intervention privée. J'ai commencé par travailler comme portier de boîte de nuit à La Réunion, juste après avoir quitté le premier PIMA de Bayonne, où j'étais venu à La Réunion voir mon père pour la dernière fois, qui était en train de mourir. Ma mère restant désespérée sur l'île de La Réunion, je suis resté avec elle, alors que j'avais prévu de partir en Afrique du Sud, où j'aurais certainement peut-être pas pris une bonne piste, une bonne voie. Et après avoir eu une période un petit peu difficile, je me suis dit, bon, bah là, il faut que je trouve du boulot, quoi. Je ne savais pas faire grand-chose.
les petites capacités que j'avais m'ont simplement permis d'être portier de boîte de nuit. Donc j'ai trouvé un job de portier de boîte de nuit, c'était assez chaud. C'est pas un travail très valorisant, mais ça fait partie de mon passé. À une époque où effectivement ma conscience n'était pas spécialement très éveillée, parce que c'est pas un monde reluisant, hein, le monde des nightclubs. Ceci dit, je le faisais avec toujours ce désintéressement, ou plutôt cet intérêt à protéger les autres, hein, cette vocation de protéger les autres. Et j'avais très vite remarqué que il y avait un climat de violence très préoccupant sur l'île de la Réunion, et qui concernait donc tout le monde, vraiment sans distinction, avec un taux de racisme très élevé, en particulier contre les Blancs, contre les oreilles, comme on les appelle, c'est les populations qui viennent de métropole. Et je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, c'était juste un constat, et que les agressions étaient souvent très salées. Hein. Mais même, petite anecdote pour faire comprendre un peu l'ambiance, quand j'étais, moi, en porte d'une boîte de nuit, je me rappellerai toujours, ça m'avait frappé, c'est le cas de le dire, il y avait une bagarre générale, une agression qui se déclenchait à l'extérieur, et celui qui était chargé de faire la sécurité intérieure, il m'a tout simplement enfermé dehors. Donc, moi, je suis allé pour aider, et je pensais qu'il venait avec moi, et quand je me retourne, j'entends la porte claquer, la grosse porte en fer, blam, et je me retrouve seul. Voilà. Bref. Et... et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bon, je peux continuer à faire ce job, mais moi, de toute façon, je vais finir par me faire découper à la machette. Hein. Ou je peux dire, bon, je vais aller vendre des samoussas sur la plage, ou trouver un job un peu stupide à faire, mais ça ne me convenait pas du tout. Je dis, là, il y a un terrain, ce terrain, il est pour moi, là. Il faut faire quelque chose. Il y a des gens qui se font agresser, il y a de la sécurité... c'est parfait pour moi, je vais faire quelque chose de vraiment utile. J'ai monté une entreprise privée de sécurité, protection des biens des personnes. J'ai monté un truc avec mon agrément personnel, avec mes tout petits moyens de rien du tout, c'est-à-dire 0 francs. Juste de quoi payer les termes fiscaux, les conneries. J'ai pu avoir mon agrément de sécurité. Et mon idée, ça a été de recruter quelques portiers de boîtes de nuit avec qui j'avais tissé quelques liens. Parce que c'est vite fait si ça se passe bien, tu es apprécié, tu es connu, c'est un petit groupe de gens qui se retrouvent après, à prendre le café, le croissant, on discute entre nous après les heures de service. Et donc je sympathisais avec des gars qui étaient assez intéressants pour le profil que je recherchais. Et je les ai détournés quelques-uns, je les ai détournés de leur boîte de nuit, je les ai engagés. Et nous avons donc été une équipe d'intervention privée. Donc j'avais acheté un véhicule avec lequel on intervenait depuis l'extérieur quand il y avait des bagarres générales qui explosaient, que ce soit devant des boîtes de nuit ou des bars, des restaurants. Au début, j'ai donc traité tout ce qui était nocturne. Très rapidement, avec le succès que j'ai eu, j'ai travaillé aussi en journée, donc 24-24. Et la particularité donc, de mon entreprise de protection des biens et des personnes était d'avoir une équipe d'intervention qui avait à la fin un fichier de pas moins de 125 clients, c'est pas rien, hein, avec des petits forfaits mensuels, hein, c'était des petits abonnements, quelquefois des plus gros abonnements, comme par exemple pour le Casino de Saint-Gilles ou le Grand Hôtel Corallia Novotel de Saint-Gilles, ou des plus gros clients de ce type-là. Et pour le reste, c'était plutôt des prix plus ou moins abordables pour tout le monde, parce que ma politique n'était pas de faire du fric, mais de faire en sorte que mes services soient à la portée plus ou moins de tout le monde. Et je vais même faire une confidence, j'avais des clients gratuits. J'avais des gens qui ne pouvaient pas payer, mais la petite baraque qui vendait son truc, qui faisait tout le temps agresser, je dis on s'arrangera plus tard, et voilà. J'ai toujours été comme ça, et je suis certain que s'il y en avait qui voulaient témoigner depuis la Réunion, ça me ferait plaisir de pouvoir le confirmer quand même. Et ben c'est comme ça que pendant des années j'ai travaillé et j'ai profondément perturbé les pouvoirs publics. Parce que je me suis aussi créé beaucoup d'amis chez les gendarmes, c'est-à-dire que j'avais fini par devenir un peu une annexe de la gendarmerie. Et à chaque fois qu'il y avait des interventions salées à faire, vers la fin c'était comme ça que ça se passait. Les gendarmes, la brigade de gendarmerie ou le commandant de brigade, quelquefois lui-même, m'appelait pour que ce soit moi et mes gars qui interviennent. Parce que c'était trop chaud. Bagarre générale dans tel restaurant, agression, là il y a
des espèces de kamikazes qu'on recherche, là, qu'on fait plein d'agressions partout, ils sont à tel endroit, il faut nous aider à les choper. C'était quand même un contexte particulier. Mais le revers de la médaille, ça a été que j'ai protégé des gens qu'il ne fallait pas protéger. J'ai aidé des gens qu'il ne fallait pas aider. Souvent, je l'ai fait gratuitement. Donc, on m'a fait tout un tas de procès d'intention, on m'a dit que c'était illégal justement parce que je ne faisais pas payer, j'ai vraiment eu de tous les procès d'intention possibles et imaginables. On m'a dit oui, mais du moment qu'il n'y a pas d'abonnement, c'est pas légal, vous ne faites pas payer, c'est pas légal, ce que vous faites est illégal, etc. Vous jouez les justiciers sur la voie publique, vous n'avez pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit d'arrêter les gens sur la voie publique. Et moi, à chaque fois, je ressortais l'article 73 du Code de procédure pénale, que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps, qui donc prévoit, qui est un cadre juridique qui prévoit à tout citoyen d'intervenir quand il est confronté à un cas de violence, donc de délit commis en flagrance, que ce soit un crime ou un délit commis en flagrance. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un en train de commettre une agression, un viol, un braquage, n'importe quoi, et ben, tu es tout à fait tenu par la loi de risquer ta peau et d'aller le plaquer au sol, et ensuite de faire venir les forces publiques pour le prendre en compte. Et ben, j'ai fait ça pendant des années et des années, en fait. Et je n'ai pas fait ça seulement sur les sites privés que je protégeais, parce qu'il faut savoir que la particularité de mon truc, c'est que j'avais cerné un périmètre qui était la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains. Donc c'est vite vu, hein, c'est 2-3 km. 2-3 km avec un véhicule qui tourne. Quand ce n'était pas un véhicule carrossé, c'était des motos. Donc c'était des équipes de 3 ou de 2. J'étais quasiment tout le temps en équipe, sauf quand il fallait que je me repose. Donc j'étais toujours en première ligne sur le terrain. Et donc je peux te dire que ça y allait avec mon intensité, avec mon état d'esprit. Voilà. Et donc on était tellement rapide dans nos interventions qu'on était toujours confrontés à ceux qui commettaient les agressions, qui commettaient les attaques, les vols, les attaques à main armée, etc. J'ai écrit un livre là-dessus qu'il faudrait que je republie, qui à un moment donné, énumère quelques-unes des actions les plus salées qu'on a eues. Parce que c'était le portable qui sortait juste là, c'était ça. Oui, merci, c'est vrai. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque, c'était donc en 1995, entre 95, le téléphone portable venait juste de sortir à l'île de la Réunion, et ça m'a permis de monter cette équipe de cette façon-là. C'est-à-dire que ça m'a permis, c'est les ancêtres, des gros machins, type modèle soviétique, là tu sais, avec une grosse antenne, et puis une énorme pile là, qui m'a permis, en fin de compte, de créer un fichier de clients qui était directement relié à l'équipe d'intervention privée, qui, au lieu d'attendre bêtement dans un coin, patrouillait pour aller voir chaque point, chaque site. Bonsoir, bonjour, tout va bien, ouais, on repasse dans 10 minutes, etc. Et ça a eu un effet sur la délinquance incroyable. C'est-à-dire que l'observatoire de la délinquance, les autorités, ont remarqué et l'ont dit que pendant toute la période où, depuis que j'étais en place et que je tournais, la délinquance chutait. D'année en année, elle chutait. Et bien sûr, les autorités s'attribuaient à elles-mêmes cet inexplicable revirement de situation, qui ne se produisait que là où j'avais mon équipe d'intervention, évidemment, sur l'île de la Réunion. Et donc, une efficacité qui faisait qu'on était toujours confrontés aux bandes de voyous, hein, et qu'on les arrêtait, forcément, il y avait confrontation, il y avait après arrestation de ceux qui restaient encore, hein, qui ne s'étaient pas barrés en courant. Et quand je passais d'un point A à un point B, je voyais une jeune fille qui était sur le point de se faire violer, ou un jeune gars qui était en train de se faire tabasser par une douzaine de gars à scooter, et ben on rentrait dans le tas, on intervenait, ça se finissait toujours de la même façon, plus ou moins. Et on faisait pratiquement autant d'arrestations selon l'article 73 du Code de procédure pénale sur la voie publique que dans les sites privés qu'on protégeait. Que les sites privés payaient un abonnement ou n'en payaient pas. Bref. Jusqu'au jour où la sous-préfète de Saint-Paul, donc qui était la circonscription de Saint-Gilles-les-Bains, Anne Ingrat, franc-maçonne notoire, me convoque à son bureau, à la sous-préfecture de Saint-Paul, et me dit, écoutez, c'est pas très compliqué, de deux choses l'une, ou vous arrêtez de fonctionner comme vous arrêtez, ou je vais vous couper la tête très rapidement. Je dis, c'est quoi le problème? Eh bien, déjà, premièrement, vous n'avez pas le droit d'arrêter les gens sur la voie publique, vous n'avez pas le droit de les arrêter du tout d'ailleurs, ça commence comme ça. Je dis, écoutez, moi, c'est pas compliqué, j'ai l'article 73 du Code de procédure pénale, donc si la loi a changé entre-temps,
Et c'est très bien, c'est vous l'autorité légitime, eh ben, vous allez devoir me donner la référence du texte de loi qui contredit celui que je connais, moi, pour commencer. Bien sûr, j'ai tenu tête, hein, cette grosse pouffe. Et deuxième point, c'est plus tenable que vous continuiez à faire de la publicité dans les journaux en ridiculisant la gendarmerie. Et je dis de quoi il s'agit. Ben oui, parce que la presse, tu penses bien, il faut toujours se mettre quelque chose sous la dent pour les petits journaleux, là, donc toutes les actions qu'on faisait, que ce soit citées de façon élogieuse ou au contraire avec la critique, mais toutes nos actions pratiquement étaient relayées dans la presse. La plupart du temps, c'était les gendarmes de Saint-Gilles ont arrêté suite à l'intervention de... Mais en fait, c'était toujours nous qui arrêtions. Les voyous en question, les bandes. Et donc, elle m'a dit, maintenant, je vous interdis de communiquer avec la presse. Ah tiens, bah, c'est nouveau ça. Je dis, moi, ça tombe mal parce que je n'ai pas les moyens de me payer de la publicité. Et j'ai quand même une vingtaine d'employés. Donc, moi, la publicité, j'en ai besoin. J'ai des charges à assumer. Je déclare tout. Donc c'est une publicité gratuite, mais totalement méritée, donc non. Non. Au contraire, hein, maintenant que vous me le dites, ça veut dire que c'est intéressant. Hein. Il faut au contraire que j'active ça. Donc je me suis foutu de sa gueule, royalement, hein, cette Anne Gras, hein, franc-maçonne notoire, certainement sataniste, et tout ce que je ne vais pas diffamer, après c'est pas la peine. Seulement 6 mois après, effectivement, elle m'avait coupé la tête. 6 mois après, je me suis retrouvé en prison, accusé d'organisation de groupes de combat, arrêt des jeux. Et j'avais tout perdu. C'est-à-dire que mon entreprise avait été plombée. Avec ça, juste avant, j'avais eu la sécurité sociale qui m'était tombée dessus, où j'avais un prêt, parce que j'étais toujours ric-rac. Moi, je ne me sortais pas de salaire, je faisais tout en sorte que mes gars soient payés, je déclarais tout. Donc, je devais toujours payer chaque trimestre, rubis sur l'ongle, la sécu, et souvent, c'était difficile. Donc, j'avais peut-être à l'époque 60 000 francs que je devais à la Sécu, et j'avais obtenu un étalage sur 6 mois, qui avait été signé, le protocole avait été signé, il n'y avait pas de problème. La Sécu me renvoie un papier en me disant le protocole est rompu. Comme ça. Et on me plante pour une infraction donc, commerciale, associée, si je me rappelle bien, à une autre infraction commerciale qui est venue plus tard, qui a été de, tiens-toi bien, pour une entreprise privée, abus de biens sociaux. Une entreprise privée, la particularité d'une entreprise privée, c'est d'être en privé, donc tout est à toi, t'en fais ce que tu veux, il faut que ton truc soit bien géré, quoi, c'est tout. Tu fasses tes déclarations aux impôts, mais bon. Mais le plus important de la machination judiciaire, c'était bien sûr le volet pénal, où j'étais accusé d'être organisateur d'un groupe de combat. Et là, j'ai été rétamé. J'ai perdu la première entreprise, bien sûr. Je suis parti en prison 2 mois en préventif, c'était la première fois. Et j'étais accusé un petit peu de tout. J'ai fait la une des journaux, j'avais ma gueule, présomption d'innocence. J'avais ma gueule en première page des canards locaux, avec des titres style Le Mythomane, Stan Mayo et tout. Des trucs terribles. Donc tous ces articles de presse sont il y a même eu des petits morceaux de journaux télévisés aussi. Et donc il y a eu, tout au fil de mes années sur l'île de la Réunion, il y a eu des articles de presse, des événements, des incidents qui vraiment relatent de mon passé. Il n'y a pas un moment où je disparais dans la nature, on ne sait pas ce que j'ai fait. Pratiquement. Hein. Et après, quand je suis sorti de prison, j'ai remisé. C'est-à-dire, j'ai très très vite, après qu'on m'ait coupé la tête, j'ai continué sur ma lancée. C'est-à-dire, j'ai repris mon bâton pèlerin et je suis parti rechercher tous les clients qui avaient été abandonnés, donc, puisque ma société était tombée, alors que les rapaces s'étaient jetés dessus, d'autres boîtes de sécurité, il y avait une concurrence terrible, tu penses bien. Et je suis arrivé à faire re-signer pratiquement tout le monde dans une nouvelle structure que j'ai ouvertement créée, en emmerdant tout le monde. Alors que j'avais déjà les procès d'intention de dire attention, interdiction de gérer. Oui, mais pour le moment, je ne suis pas condamné, donc je vous emmerde. Je vous emmerde. Je crée une nouvelle société, on repart. Je suis reparti. Après, j'ai pris des précautions en créant une SARL et en faisant en sorte de n'être que patron de la SARL, en sachant que je pouvais parfaitement la gérer moi-même si je voulais, puisque je n'avais pas eu de condamnation encore sur ce plan-là, devenue définitive. Et ils ont essayé de me faire passer aussi pour un escroc, ils ont essayé de me faire passer pour un mercenaire. Alors là, ça a été à l'époque, un des plus gros reproches qui m'était fait, c'était d'entraîner mes hommes.
C'est-à-dire que je recrutais le plus souvent, dans les premiers, ça a été des portiers, donc des cogneurs. Je ne suis pas quelqu'un de violent, et la violence n'est pas non plus quelque chose qui me parle spécialement. Donc moi, j'essaie de faire en sorte d'avoir des gars qui réfléchissent, qui acquièrent des réflexes et une certaine technicité dans le travail. Donc, au-delà de l'aspect opérationnel de mecs qui en imposent et qui peuvent cogner, j'essaie de faire en sorte d'avoir des équipes surtout assez homogènes, de gens qui réfléchissent et qui ont un certain sens de l'idéal. Donc j'ai souvent recruté des mecs qui avaient zéro formation, qui n'avaient jamais fait entendre, qui jamais m'avaient fait entendre parler d'eux, que ce soit dans le milieu de la sécurité ou des boîtes de nuit, etc. Quelquefois même des gars qui étaient plus ou moins, analphabètes. Je m'en fichais. Je l'ai formé moi-même. Et j'ai donc fait des cycles de formation interne dans mon entreprise à mes frais, qui après ont servi à l'accusation de dire que j'étais un organisateur de groupes de combat, tout simplement. Donc, par exemple, j'organisais des sessions avec les pompiers, avec la sécurité civile, pour que mes gars aient tous une base de secourisme. Des trucs comme ça. Je leur apprenais tout type déjà ce que je connaissais en sport de combat, des maniements d'armes de 6e catégorie dont on pouvait disposer en fonction du cadre juridique qui était le nôtre. Et tout ça a été monté en épingle terriblement pour créer l'accusation d'organisation d'un groupe de combat. Alors ça ne tenait pas la route, j'aurais dû normalement m'en sortir très facilement, mais le problème est déjà que j'avais perdu mon entreprise. 2 mois en isolement, en prison, c'est fini, ton entreprise elle n'existe plus. Bon, j'ai pu rebondir à ce niveau-là. Maintenant, sur le plan juridique, pour essayer de m'en sortir, j'ai fait venir Maître Collard, Maître Gilbert Collard. J'ai fait une belle boulette là, sur ce coup-là. Parce que moi, je me suis dit, il faut que je fasse venir un avocat connu. J'étais assez crédule à l'époque. J'ai fait venir cette ordure qui m'a pris 10 000 euros pour commencer, en disant déjà, en plus, il fallait lui payer l'avion en première classe, ou en classe, je sais plus, le top, quoi. Il avait dit au téléphone, moi je ne voyage pas dans la bétaillère, monsieur Gilbert Collard. Et en fin de compte, en première instance, alors il m'a bien briefé, il m'a dit surtout, tenez-vous à carreau, ne dites rien, ne branchez pas, ne répondez pas aux provocations, tout va bien se passer, faites-moi confiance et surtout ne courroucez pas les magistrats. Oh putain, c'est mal barré, mais je vais essayer quand même je vais lui faire confiance et je vais essayer de me tenir, quoi. Et je me suis fait rouler dans la boue excrémentielle pendant tout le jugement. J'étais comme ça. Lui ne me défendait pas du tout. Et il me faisait des signes. Ça va bien se passer. Et puis à la fin, bien sûr, j'entends que je suis condamné. Alors, le jugement était, la condamnation est arrivée en différé, 15 jours plus tard. Lui, entre-temps, il était revenu à Marseille. Je l'appelle pour lui demander des comptes. Il dit, je lui dis, mais attendez, je devais retourner en prison en plus. Je lui dis, vous m'avez dit que ça allait bien se passer. Je me suis fait humilier comme c'est pas possible. Et maintenant, je suis condamné. En plus, je suis retourné en prison. Alors, je n'ai pas eu affaire à lui, j'ai eu affaire à sa secrétaire. Lui, je n'ai pas pu lui parler. J'ai su, alors très curieux, j'avais été condamné à de la prison ferme. Je l'avais entendu de mes oreilles quand j'étais allé 15 jours plus tard prendre le résultat au tribunal. Et quelques coups de fil entre eux, et finalement, j'ai été plus condamné qu'à du sursis, alors que la condamnation avait été émise publiquement. Un truc de malade. La magie. C'est la magie. La magie, c'est les magiciens, les francs-maçons. Pourquoi ça a changé? Parce que Collard, peut-être, a voulu avoir un petit geste envers moi. Il a dit non, n'envoyez pas en prison quand même, ça fait des ordres pour ma vie. Il va s'énerver. C'est pas ce qui était prévu entre nous. Voilà, c'est pas ce qui était prévu entre eux, parce que quand même, il ne faut pas qu'il passe pour un naze, Collard. Et donc, ça a changé, je devais plus repartir en prison, mais j'étais toujours condamné en première instance pour organisation d'un groupe de combat. Mais là où le bas blessait le plus, c'est que le groupe de combat, c'était moi tout seul. Alors certes, j'avais eu 20 salariés. Heureusement, aucun d'eux n'avait été mêlé à ça. Et alors, il faut savoir qu'il y a eu des trahisons au milieu, qu'ils ont eu des pressions des gendarmes, mes salariés, pour se retourner contre moi, faire des fausses déclarations, etc. Les 2 gendarmes de la brigade de recherche qui s'occupaient de moi ont monté un dossier totalement mensonger, dans lequel, par exemple, leur argument principal était de dire que j'étais un voyou. La preuve, j'avais été viré de la gendarmerie pour conduite indigne d'un sous-officier. C'était marqué noir sur blanc, mon gars, sur les procédures. C'était toute une cathédrale montée.
avec que des procès d'intention, que des je suis un danger pour un danger public. Pourquoi? Parce que je pourrais être un danger public, enfin que des trucs comme ça. Qu'on avait arrêté ma dangerosité à temps parce que de toute façon j'étais mythomane, et puis tout ça était retranscrit dans la presse en temps réel. Un massacre. Et donc en première instance j'ai été condamné, et je décide après, bien sûr je fais appel, je demande à un copain, ancien gendarme, un conseil. Lui c'est un ancien gendarme qui avait été garde du corps de Mitterrand toute sa vie, un mec assez bien, qui à un moment donné avait fait appel à un avocat du nom de Patrick Criseau, du barreau de Nice. Et il me dit, ah, fais venir celui-là, c'est un mec bien, c'est un mangeur de francs-maçons, il va te sortir de là. Parce qu'entre-temps, j'avais identifié le problème de la mafia franc-maçonnique de l'île de la Réunion. Et je fais venir donc Gilbert Collard, Patrick Criseau, qui lui, quand il a su que Collard m'avait demandé 10 000 €, ben, il m'en a demandé 15 000. Ouais. Mais il m'a dit, mais moi je suis un mangeur de francs-maçons, on va les pulvériser. Très bien. Donc bien sûr, lui non plus ne voyageait pas en bétaillère, hein, tu t'en doutes. Lui aussi, il lui fallait le premier hôtel le plus classe de l'île de la Réunion. Il lui fallait une limousine avec chauffeur. Bon, c'était moi, hein, heureusement. Les frais s'arrêtaient là. Et donc arrive le moment de la cour d'appel à Saint-Denis de la Réunion. Et là, il brille. C'est-à-dire, il brille dans le sens où il dit la seule chose qu'il y avait à dire à la cour, au président de la cour d'appel, l'illustre Salzman. Il lui dit, alors je connais bien, c'est certes, j'ai un peu vu ce qu'il en est de la réputation de mon client, il a dit quelque chose comme ça à peu près, mais de là à prétendre qu'il est à lui tout seul un groupe de combat, je suis surpris. Ça cadre pas trop avec la loi, un truc comme ça. Les gens derrière dans la salle qui rigolent, enfin, foutu de la gueule complètement. Il y avait que ça à dire. Le mec, il est tout seul, et un groupe de combat, mais c'est lui, quoi. Je veux dire, pour faire un groupe de danseuses, il faut bien des danseuses, non? C'est pareil. Ben moi, je suis l'organisateur du groupe de combat, le groupe de combat à la fois. Oh, pétard, le mec, il est dangereux, hein. Bon, ridiculisé. Enfin, le mot est lâché. L'accusation complètement déstabilisée, c'est même l'avocat général, procureur, je ne me rappelle plus de son nom. J'avais tellement bien mené mon dossier, parce que là, mon dossier, je l'avais fait avec Rizzo, là, pour présenter les conclusions. Le procureur, l'avocat général, qui, à la fin, prend la parole pour dire force est de constater que les infractions relevées contre Maillot, il ne disait pas monsieur, hein, contre Maillot, ne sont pas constituées, c'est-à-dire à savoir les infractions en matière d'armement, qui n'est pas constituée, l'infraction en matière de trouble à l'ordre public, qui n'est pas constituée, parce qu'on m'accusait d'être un trouble à l'ordre public. C'était la meilleure, ça. Mais de quoi? Parce que j'interviens à la place des gendarmes, parce que j'ai sauvé des gendarmes de lynchage, parce que j'ai sauvé la vie de gendarmes qui se faisaient tabasser à même le sol, et qu'au moins j'y suis allé. Trouble à l'ordre public. Il y avait la troisième infraction, c'était quoi? Bref, il y avait 3 merdes comme ça. Le procureur général, donc, force est de constater, l'avocat général, que les infractions constatées contre Maillot, parce que j'étais qu'une merde, hein, ne sont pas constituées, et que l'infraction d'organisation de groupe de combat n'est pas constituée. Quelques secondes de silence. Mais bon, pour la forme, je demande 6 mois de prison avec sursis. Ah, c'est comme ça en France, la justice. Hein, c'est-à-dire qu'on te dit ouvertement, non, t'es pas coupable, on s'est complètement trompé. Mais bon, comme tu nous as fait chier, ben, on va quand même le prendre pour l'histoire, quoi, hein, pour le déplacement. Hein, voilà, 6 mois de prison avec sursis. Là-dessus, alors moi déjà, hein, t'imagines, hein, je vois l'autre taré là, de Salzman, c'est quoi son prénom? Jean-Pierre Salzman, je crois. C'est le même Salzman qu'on retrouve dans l'affaire du Coral, qui a saboté l'affaire du Coral. Le même protecteur de réseaux pédocriminels sataniques, hein, c'est la même ordure. Je vois Salzman là, qui me fixe avec des yeux qui sortaient, tu sais, tout rouge, congestionné. Le MK, hein, MK ultra parfait. Puisque c'est comme ça, je demande expertise psychiatrique de Maillot. Putain, j'avais même eu peur quand il me regardait. Moi, hein. Oh, le mec, je croyais qu'il était en train de se métamorphoser. Bon, c'est fini, on sort, on rigole bien.
mon avocat, enfin l'avocat, l'auxiliaire de justice, Patrick Rizzo, tout content, qui se frotte les mains. Ah oui, ils veulent la guerre, ça va pas se passer comme ça, ils sont foutus et tout. Quand même un peu sceptique, je dis ouais, mais quand même c'est chaud le truc. Hein. On commence à jouer avec l'expertise psychiatrique. Non, non, vous en faites pas, vous allez faire ce que je vous dis, tout se passera bien. Et il y a deux caméras de télévision, France 3, Antenne Réunion et l'autre, là, je me rappelle plus ce que c'est. Et je dis, sur l'île, c'était l'événement, hein, ma petite histoire. Hein, ça faisait un moment que ça durait. Hein. Et je dis à mon avocat, je peux, mais allez-y, pétard. Et j'ai tout balancé au caméraman, au journal télévisé, c'est passé le soir. J'ai dénoncé le complot en citant le nom des 2 gendarmes de la brigade de recherche et le type de manipulation qu'ils faisaient contre moi. Et c'est passé dans le journal télévisé du soir. Boum, prenez ça, un gros coup de pied dans les couilles. Pardon. On fera les coupures après s'il faut, si ça s'impose. Bon, c'est pas nécessaire. Et donc, je commençais à être un peu confiant, tu vois, à me dire, bon, ça y est, je crois que je suis sorti d'affaire, que justice, enfin, va être, au moins dans mon cas, pour une fois, tiens, justice va être... Et Rizzo, lui, retourne à Nice, et moi, je reste avec l'attente d'une convocation pour aller me faire expertiser, puis là, j'en menais pas large quand même. Lui, il repart, il n'y aura pas de résultat, il va y avoir une deuxième phase donc, de l'audience en appel, un truc que je ne connaissais pas, qu'on peut le faire en 2 temps. Et entre les deux, pourquoi? Alors, on a déjà dit que l'infraction n'était pas constituée, je vais devoir me faire expertiser. Et bien la raison est très simple, c'est que pour constituer une infraction, et je l'ai déjà aussi dit quelques fois dans d'autres vidéos, et dans le livre L'affaire Vincent, là, il faut 3 éléments constitutifs. L'élément légal, que l'infraction existe, soit prévu par la loi, l'élément matériel, donc il y a des commissions de quelque chose, des traces, l'élément intentionnel. Et là, pour l'organisation de groupes de combat, mais quel élément intentionnel ils allaient bien pouvoir trouver? Il y avait un journaliste qui l'avait dit après, dans un des seuls articles pour ma cause que j'ai eu, du journal de la Réunion, le GIR, qui disait est-ce que Maillot avait prévu d'écumer toutes les banques de l'île de la Réunion avec son groupe de combat? C'était quoi l'élément moral? Alors, comme il n'y avait rien, il y avait que du vent, ils ont trouvé que pour remplacer l'élément moral, on allait établir mon déjantage, quoi. Ma mythomanie, ma paranoïa, aussi 125 clients paranoïaques que moi, il faut croire, hein, dont le Novotel, dont le casino, dont j'en passais des meilleurs, les petits notables de l'île. Et donc, mytho, parano, ça aurait été ça qui allait constituer donc, le manque d'élément moral d'une infraction qui n'était pas constituée de toute façon. C'est ça qui m'attendait. Et il se trouve que, bon, entre-temps, avant que donc t'arrive le moment fatidique où je rencontre l'expert qui devait m'attendre, tu sais, avec le stylo là pour signer le truc d'internement là, parce que moi c'était ça que je redoutais. J'ai un ancien client qui était devenu ancien puisque j'avais perdu mon truc là, ma société. Patron du casino de jeu, hein, pas les supermarchés. C'est un de mes plus gros clients quand même, qui me fait venir. Dans la boîte de nuit qu'il avait entre-temps racheté, et puis qui me dit, écoute, j'ai un problème sérieux, il n'y a que toi sur qui je puisse compter, j'ai bien quelques tontons flingueurs corses, mais ils sont trop gros doigts, ça demande beaucoup de finesse, je ne peux pas leur confier un truc pareil. Enfin bon, l'histoire, c'était l'affaire de Madagascar. Il était tombé amoureux fou d'une femme, une malgache, une franco-malgache, assez jolie femme au demeurant, ça ne peut pas le nier, qui avait 2 petites filles franco-malgaches, 2 fillettes franco-malgaches aussi. Et l'histoire, c'est que elle s'était fait séquestrer les enfants dont elle avait la garde par son ex-mari, un mafieux notoire de Madagascar, un danger, qui avait déjà essayé de la tuer avant. Et donc, elle avait perdu ses enfants, dont elle avait la garde, qui étaient séquestrés sur l'île de Madagascar. Et l'ancien client que je pensais être un ami, plus ou moins, d'ailleurs je ne suis pas toujours vraiment fixé là-dessus, m'a donc dit, écoute, il faut vraiment que tu fasses cette mission, accepte cette mission. Il ne m'a pas dit, je te couvrirai d'or, mais pas loin, quoi. Et j'ai accepté. Alors, je n'ai pas accepté pour l'argent, bien que
Après, il y a eu un reportage sur Zone Interdite, on a voulu me faire passer pour un mercenaire. Bon. Comme quoi, même quand tu fais des trucs bien, on essaie toujours de tourner le truc pour que tu sois pas beau, quoi, pas propre. Et ça, il y a des traces, il y a des... Alors, il y a eu, il faut savoir, 2 reportages de Paris Match. Il y a eu un journal du journal Libération, au moins un article, je crois. Il y a eu un reportage de TV5 Afrique et il y a eu un reportage de Zone Interdite sur cette affaire. Donc là aussi, il y a pas mal de matière. Depuis, en fait, compte le début de mes activités de privé sur l'île de la Réunion, il y a eu beaucoup de presse, beaucoup de matière de presse. Il y a eu des journaux, il y a eu des reportages qui ont été faits sur moi aussi. Et ce que je veux dire, c'est que jusqu'à cette période-là, jusqu'à 2004, 2005, il y a beaucoup de matière, toute ma vie est complètement claire et retraçable. Alors c'est vrai que pour beaucoup c'est risible. Je ne vais pas raconter l'histoire de Madagascar, elle est assez connue, il suffit de lire les articles de Paris Match. Je vais essayer de condenser un peu. C'était pour répondre à ta question. Je ne crois pas qu'il y ait une zone d'ombre, je ne crois pas qu'il y ait une année même où j'ai disparu des radars. Je veux dire, je crois que je suis justement une des personnes pour lesquelles on peut dire, mais 6 mois plus tard il fait ça, 3 mois après il fait ça. Là. Je veux dire, c'est plus clair que ça, il n'y a pas. C'est sûr par contre que ça a secoué. J'ai eu une vie très rocambolesque, toujours confronté avec la justice, toujours des articles de presse, toujours... Mais tu avais remonté une 3e entreprise. Oui, alors attends. Non, pas du tout. Oui, c'est vrai, il y a des petits détails. Bon, c'est des détails peut-être. Non, mais il faut en parler, parce qu'après on va dire que je suis un magouilleur encore. Non, c'est intéressant. Donc je récapitule en ce qui concerne mes activités de privé à La Réunion. Une entreprise individuelle à mon nom, qui dure 6 ans. Boum, organisation de groupe de combat, en prison, 2 mois. Avec des mecs que j'avais arrêtés pendant 6 ans. Et ça s'est très bien passé. Je crée une société, une SARL. Je crée une SARL avec... Ah non, pardon, j'ai fait une confusion, autant pour moi. C'est déjà vieux dans mon esprit, j'ai fait une confusion. Ils ont commencé par... j'avais une première entreprise, c'est bien de se remettre les choses en mémoire. J'avais une première entreprise qui s'appelait Organisation privée de sécurité, qui était une entreprise individuelle, qu'ils ont plombée avec la Sécu, tout simplement. Ils me l'ont détruite, ils me l'ont fermée. C'était pas le groupe de combat. J'ai immédiatement après recréé une société à responsabilité limitée dans laquelle j'ai fait, après quelques mois, je suis allé rechercher tous mes clients. Donc il n'y avait strictement rien d'illégal dans ce que j'ai fait. Et j'ai pu repartir après un sérieux coup dans les étiquettes. Il faut savoir que c'était donc un patron de sécu franc-maçon, je l'ai su après, qui s'était permis donc de rompre ce protocole que j'avais et qui me permettait vraiment sans aucun problème de faire face aux petites dettes que j'avais, 60 000 € à l'époque, sur 6 mois. Ils avaient décidé de me couper, donc quelques temps après avoir vu cette préfète, là, sous-préfète Indra, de me couper. Ils m'ont attaqué sur le volet d'infractions liées à des dettes avec la Sécu. Et ils font ça tous les chefs d'entreprise qui les gênent, hein. C'est pas un cas spécial pour moi. Et ils ont mis mon entreprise en liquidation judiciaire, alors qu'il y avait vraiment, c'était une sombre machination. Et après j'en ai découvert, il n'y avait que ça. Et je n'ai pas pu sauver mon entreprise. Ils ont inventé des dettes, ils ont fait monter après le calcul, mais du n'importe quoi, du n'importe quoi, avec le mandataire liquidateur qui était une ordure finie et un Rose-Croix, je l'ai su aussi après. Et c'était vraiment un petit complot, mais c'était juste au niveau des infractions, la liquidation de mon entreprise. Après qu'il m'ait coupé la tête à ce niveau-là, j'ai immédiatement après recréé, assez vite, une SARL pour laquelle j'ai pris des précautions et je suis allé rechercher des clients qui entre-temps étaient en train de se faire disputer par les charognards de la concurrence. Donc ça n'a pas été une liquidation judiciaire avec une transposition dans une autre société qui existait déjà, etc., ce qui aurait été une liquidation frauduleuse. Bien pulvérisé, j'ai trouvé le moyen de me relever, de recréer une société en prenant des précautions pour ne pas me faire accuser de nouvelles infractions associées aux créations d'entreprises. Et je suis reparti pour quelques années, pour quelques temps. Quand ils m'ont coupé la tête, je crois que c'était en 98 ou 99.
Et je suis reparti donc jusqu'en 2001 avec une nouvelle société pour laquelle donc j'avais pris beaucoup de précautions. Et cette société, donc, c'était une SARL pour laquelle les parts sociales, pour faire simple, étaient finalement à mon nom. J'ai eu un associé à un moment donné qui après est parti. Je me suis retrouvé avec les parts sociales à mon nom. Et c'est juste après ce passage-là, c'était en 2001, que j'ai été accusé d'organisation de groupe de combat. Donc pardon, j'espère que c'est pas trop confus. Juste pour dire qu'il y a eu des détails, il y a eu des séquences, quoi. Et il y a eu effectivement une troisième entreprise. Donc c'est-à-dire que le groupe de combat, là je suis parti en prison, c'est tout ce que j'ai expliqué juste avant. Et quand je suis sorti de prison après l'accusation d'organisation de groupe de combat, j'ai recréé une troisième entreprise, là dans le sud de l'île de la Réunion, à Saint-Pierre. Et là j'ai demandé un coup de main à ma mère, c'est-à-dire que j'ai fait le filou, j'ai proposé à ma mère de monter une entreprise pour laquelle je serais le responsable technique. Et elle serait la patronne avec l'agrément, elle a joué le jeu, elle a accepté. Et on est parti pour de nouvelles aventures. Moi, je n'avais pas besoin d'être patron, mais juste de faire ce que j'aime faire. Et puis aussi de leur tenir tête à tous ces enfoirés, toutes ces ordures d'assaut. Et ce qui s'est passé après sur Saint-Pierre, c'est reparti, mais pour un tour, c'était vraiment très chaud. Et au final, donc, entre-temps est intervenue cette mission pour aller à Madagascar, proposée par un ancien client donc, de mes entreprises saint-gilloises, voilà, de la station de Saint-Gilles-des-Bains. Où est-ce qu'on en était là? Qu'est-ce qui manquait? J'ai perdu un peu le fil. Oui, la conclusion de tout ça, c'est que donc... Après, tu reviens de Madagascar? Oui, je suis revenu de Madagascar, donc je m'étais évadé de Madagascar. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Après, tu es convoqué par Salzman? Oui, alors voilà, je suis convoqué, je ne me rappelle plus si je suis allé voir Rizzo en premier, Patrick Rizzo, l'avocat que j'avais, ou si j'ai été convoqué par Salzman avant. Je crois que j'ai été reconvoqué par Salzman avant. Et ce qui s'est passé, c'est que donc je passe pour la deuxième phase en cours d'appel. Donc il y a encore Salzman évidemment en face de moi, qui me dit vous avez refusé d'aller aller vous faire expertiser, hein, comme je vous l'avais demandé. Et je lui dis mais vous savez, j'ai été un petit peu retenu ces temps derniers à l'extérieur. Ça fait rigoler tout le monde encore parce que c'était un feuilleton. Hein. Ma détention à Madagascar, c'était un feuilleton. Hein. C'était retranscrit même jusqu'en France. Il y a même eu Dominique Villepin qui était intervenu sur le plateau de télé pour parler de moi. Enfin, ça fait beaucoup de bruit à l'époque. D'ailleurs, j'ai compris que j'étais foutu, hein, parce que Dominique Villepin était en train de dire que tout allait bien pour moi, que j'étais traité à l'hôpital militaire, alors j'étais en train de crever d'une infection pulmonaire, j'étais en train de mourir. J'ai compris qu'il ne fallait plus jouer. Et donc, ça avait vraiment fait beaucoup de bruit, et c'est pas possible de dire qu'on n'est pas au courant quoi, de mon affaire. Donc j'ai dit, ouais, j'étais un petit peu retenu à l'extérieur, excusez-moi, ça fait rigoler tout le monde, ça détend l'atmosphère. Du coup, Salzman se calme un peu, hein, parce que même ses copains magistrats, ils rigolaient. Et il me dit, bon, de toute façon, si je vous mets une autre convocation, vous n'allez pas venir, bien sûr. Hein. Je dis, pourquoi, monsieur le président? Je veux dire, si il y a un doute sur ma psyché, je ne demande qu'à l'éclaircir, mais bien sûr que je vais y aller. Je vous donne ma parole. J'ai donné ma parole. Mais donner sa parole à une ordure, c'est pas grave. Et ah bon, il était un peu désarçonné, hein, Salzman. Ah bon, puis c'est comme ça, je fais une nouvelle convocation, et là vous avez intérêt. Oh là là, je sors de là, je dis putain, le premier avion pour la France, c'est quand? Et je dégage. Voilà. Je dégage, je laisse tout en plan de ce que je faisais, donc j'étais responsable technique pour ma maman dans une société de sécurité qui foutait la merde dans le sud de l'île de la Réunion. Et je dis là, je suis désolé patron, je suis obligé de partir parce qu'ils vont m'interner. De toute façon, ça se passait pas bien avec elle parce qu'on ne s'entendait pas. C'était vraiment mon patron et c'était très dur avec elle. Elle m'a dit ça avec toute l'affection filiale que je peux avoir pour elle. Bref, incompatibilité d'humeur. Donc, je lui dis voilà, là, cette fois, il faut vraiment que je m'en aille, que je me protège parce qu'ils vont m'interner, il n'y a plus rien à faire.
Et entre-temps, donc, j'avais su que Patrick Criseau, il me larguait complètement. C'est-à-dire que j'ai dit, je suis de retour, je suis là, j'ai Salzman qui m'attend. Vous vous rappelez, là, le truc, là, expertise psychiatrique et tout. Très désagréable avec moi, 20 000 euros pour continuer. 20 000 euros. Alors qu'ils avaient déjà payé pour la mission. Hein. Et là, ils ne demandaient pas 15 000, mais 20 000 euros de plus. Et en fin de compte, petite parenthèse, Patrick Criseau est celui qui m'a balancé aux autorités malgaches. C'est-à-dire que pourquoi je me suis fait arrêter là-bas? Parce qu'il, lui, avec son compère, un certain Gilbert Le Cavalier, ancien des GSE, ancien du SAC, avec qui il m'avait mis en cheville, soi-disant pour m'aider dans mon opération, m'ont balancé, tout simplement. Et j'ai compris après que, en fin de compte, de l'aide qu'il m'avait apportée dans ce dossier-là, c'était juste une petite guéguerre entre la Grande Loge nationale de France et le Grand Orient de France. Voilà. Et que c'était deux camps. Lui faisait partie d'une loge, moi j'avais affaire à une autre loge à l'île de la Réunion, et donc c'est un peu comme les affaires des réseaux de Nice avec deux Montgolfiers, qui est d'une loge différente de celle à laquelle Mais quel était leur intérêt de te balancer, je comprends pas. Mais après, il y a eu un accord entre les deux, c'est tout. C'est-à-dire que ce sont des loges opposées, mais après, il faut qu'ils trouvent un terrain d'entente. Et le terrain d'entente, c'était ma tête. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est pas clair. Non, pour moi, c'est pas clair. J'ai été la cible du réseau maçonnique, alors je ne sais plus maintenant si c'est à La Réunion, si c'est le Grand Orient de France ou l'autre, la GLNF. Ok ? Et Patrick Criseau faisait partie de la loge opposée. Donc quand je l'ai appelé lui et que lui m'a dit je suis un bouffeur de franc-maçon, ça veut dire je suis un bouffeur de franc-maçon de la loge opposée. Ouais. Donc il est venu, il l'aurait rentré dans la gueule, et après il a traité. Il a dit vous voulez que je continue à vous rentrer dans la gueule pour ce petit merdeux là? C'est un petit merdeux. Hein, c'est un goy, un petit merdeux. Donc on va le traiter lui. On négocie, voilà, moi je veux ça, hein, on se met d'accord. Ok. Et donc, il y a eu comme par hasard cette mission à Madagascar, et comme par hasard, j'ai été balancé, parce que là où je me suis fait arrêter, c'était pas possible si j'étais pas balancé, et la seule personne qui savait où j'étais, c'était son compère, qui soi-disant me téléguidait pour que je puisse sortir de Madagascar une fois que j'avais récupéré les fillettes. C'est clair, clair comme de l'eau de roche. Alors, quand même, pour dire que c'est vrai que je foire quelquefois mes opérations, mais quelquefois aussi, si je les foire, c'est parce que je suis balancé. Aussi. On fait pas confiance à des personnes, il ne faut pas. Ouais, maintenant j'ai été un peu crédule. Aussi pour dire, petite parenthèse, que souvent je vois des gens qui disent oui, que je plante tout ce que j'entreprends, etc. Qu'il faut me faire comme la peste parce que je suis l'échec incarné. Mais en fin de compte, ne sont relatés dans la presse que les échecs. Parce que c'est évident que ce qu'on peut résoudre comme problème contre l'imposture sociétale, on ne peut pas en faire étalage dans la presse. Donc, pour dire ça en passant. Et là, manque de peau, sur cette opération-là qui s'était effectivement très 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 mal passée, qui a failli mettre, pour moi ça fait terminal, hein. Et ben c'était tout simplement ça, une guerre entre francs-maçons, dont j'ai fait les frais, hein. Moi j'étais entre les deux, là. Ils se sont mis d'accord, et puis voilà. Et donc je l'ai parfaitement compris après, de toute façon j'avais compris, hein. Mais après quand je suis revenu vers Patrick Criseau en disant bon, où on en est, en jouant un peu au con, où on en est avec mon affaire La Réunion, à sa réponse, voilà. Il m'a envoyé chier, il m'a dit 20 000 euros, et puis de toute façon, après il m'a fait savoir que c'était non, par ma mère, que non, et voilà. Et donc, il ne me restait plus comme opportunité, comme option, que de partir d'Ardar en France métropolitaine pour essayer de faire une contre-expertise, on va dire, préventive. Parce que je savais qu'on voulait m'interner. Et le temps que j'essaie de trouver, je n'ai pas trouvé d'ailleurs d'expert qui accepte de jouer le jeu, c'est-à-dire que j'ai toujours été franc, et me dire ah ben non, moi je ne peux pas, il faut l'expert judiciaire, sert de mon cadre, si c'était, je l'aurais fait volontiers, mais là comme ça je ne peux pas. Donc j'ai jamais pu avoir de contre-expertise ou d'expertise. La seule qu'il y avait eu contre moi, il faut savoir que pour moi, il faut savoir que c'est celle qui était dans mon dossier militaire, qui me classait P1, qui avait été faite pour me descendre, mais qui en fait compte était pour moi, P1, et que Salzman, donc, n'avait jamais pu obtenir l'expertise qu'il voulait pour me planter. Et bah, quand j'étais en 2005 en France métropolitaine, il m'a quand même condamné, sans aucune expertise, à subir l'internement psychiatrique.
Voilà, c'est-à-dire qu'il a validé la condamnation, bien qu'il avait été dit par l'avocat général que l'infraction n'était pas constituée, que tout ce qui avait été inventé avec n'était pas constitué non plus. Eh bien lui, c'est pas grave, même s'il n'a pas pu avoir sa manipulation là, d'expertise psychiatrique, eh ben, il m'a quand même condamné. Arrêt des jeux. Voilà. Comment c'est fait. Alors, ça, pourquoi je suis rentré dans le détail, j'en ai parlé, je peux encore en parler énormément. J'ai écrit un livre dessus, d'ailleurs, que je vais finir par faire publier, qui s'appelle Ennemi privé numéro 1. C'est tout simplement parce que il y a des gens qui peuvent dire « je détiens des dossiers » et sortir des petites bribes de tout ça, les hors de leur contexte, et les faire monter en épingle. On connaît ce genre de stratégie. Donc voilà, maintenant, je pense que j'aurais coupé l'herbe sous le pied, et dans pas longtemps, je vais publier ce livre-là, de façon clandestine encore, hein, comme l'affaire Vincent, Ennemi privé numéro 1, où je raconte tout en détail, avec aussi quelques faits divers, et je balance aussi assez dur. Voilà. Donc, pourquoi c'était tout ça? Ben oui, c'était pour répondre à la question, est-ce qu'on peut me faire confiance? Voilà, alors, je ne sais pas si après tout ça, effectivement, on peut me faire confiance. Lui, il est grave. Hein. Mais si, bien sûr, c'est-à-dire que je crois que je l'ai payé quand même pas mal, hein, toute ma vie. J'étais un peu chien fou, c'est vrai. Mais c'est toujours donc cet idéal de justice et de protection des autres qui m'a mené jusqu'à présent. C'est pas seulement à partir de l'affaire Vincent. Je n'ai pas fait irruption en 2006 avec l'affaire Vincent, donc j'ai tout un passé déjà qui est chaud. On peut très bien comprendre à qui on a affaire. Et en 2006, bon, ben, ça ne s'est pas bien passé non plus. C'est vrai que Vincent, j'aurais pu aller... Moi, je pense que j'aurais pu aller plus loin. Oui, mais tu étais un peu fou quand même, parce que tu étais déjà condamné à l'internement psychiatrique et tu t'occupais quand même de l'affaire de Vincent, comme si tu étais quelqu'un de normal qui n'a rien à craindre. Pour toi, c'était spécialement chaud à ce moment-là. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un détail que personne n'a à l'esprit, c'est que quand j'ai pris tous ces risques-là pour Vincent, jusqu'à aller en prison, hein, parce que j'ai accepté d'aller en prison, je pensais que j'allais être interné et puis en sortir. Parce que j'avais été condamné à l'asile psychiatrique par Salzman. Et très curieusement, alors ce qui s'est passé, c'est que quand les gendarmes de la brigade de Rivesaltes m'avaient arrêté après, quand j'ai pas eu le courage donc d'assommer Christian Cotten et de partir en cavale avec le petit Vincent, que finalement je me suis dit non, il va falloir que ça se passe autrement, parce que si je fais ça, la cause va être complètement discréditée. Là, je vais passer pour un fou furieux, et donc la cause de l'enfant ne sera plus crédible non plus. Je me suis retrouvé piégé, et j'avais plus rien d'autre à faire que d'accepter d'aller moi-même en prison. Et après me dire, je veux voir comment je peux défendre la cause du gosse, mais ok, c'est comme ça, j'y vais. J'ai perdu, quoi. Et je pensais que j'allais aller tout droit en asile psychiatrique. Et j'étais très surpris quand les gendarmes, ces espèces de pourris là, de la brigade de recherche de Rivesaltes, parce qu'il y a des gendarmes qui sont pourris jusqu'à l'os, hein, et ceux-là, clair, hein. Eh ben, ils m'avaient checké, c'est-à-dire qu'ils avaient fait les recherches préliminaires, hein, pour savoir à qui ils avaient affaire. Ils n'avaient pas trouvé de condamnation. Alors, probablement qu'entre le moment où Salzman, je crois que c'était fait en 2005, m'avait condamné, et il faut que je sache que j'ai dit en appel, après je suis allé en cassation. Et que la condamnation est suspensive tant qu'on n'est pas en cassation et qu'on n'a pas perdu la cassation. J'ai perdu la cassation peut-être 6-7 mois avant que se déclenche l'affaire Vincent, ou peut-être même un peu moins. Ce qui veut dire qu'en fait, la condamnation était devenue définitive à l'internement en asile psychiatrique, mais elle n'était pas encore enregistrée dans le casier de Nantes. Tu sais qu'à Nantes, il y a les casiers, hein, c'est le service des casiers judiciaires, et qu'il y a un laps de temps entre la condamnation et l'enregistrement. Donc j'ai eu une chance extraordinaire, ça s'est peut-être joué quelques jours, hein, j'en sais rien, c'était pas encore enregistré. Et j'ai eu chaud, donc ils n'ont pas vu que j'étais condamné à l'internement, et donc je ne me suis pas fait interner. J'ai fait donc ces 21 jours de prison, voilà, avec grève de la faim, et quand je suis sorti, je suis rentré en clandestinité, comme tu sais, pour mener ma guerre, en disant maintenant ça suffit, un peu d'intégrité là, je sais que tout ça c'est une imposture, à la vie et à la mort, j'entre en guerre contre ça. Voilà. Je parle pas seulement du système judiciaire, mais de tout le système sociétal. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. S'il faut, je ne sais pas si je pense pas qu'on pourra se revoir, mais peut-être correspondre à distance, s'il y a d'autres questions qui peuvent être posées, j'en sais rien.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer, de raconter ma vie ainsi. J'espère que ça satisfera quelques personnes qui comprendront que oui, il faut compter sur moi, ouais, absolument. Pour Et cette sur soi opération de aussi. police. Ouais. Et sur soi, avant tout. Ouais. Ouais. Que ça passe avant tout sur ça. Moi, je jouerai le rôle que les autres me permettront de jouer, s'ils veulent vraiment que ça se passe comme ça. Et que chacun doit compter sur soi. Et veiller sur son âme. Non, merci Sébastien. Merci beaucoup à vous, hein. Ça m'a fait vraiment plaisir. Le plaisir était Merci. pour nous, Sébastien.